Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Al24 News, nous sommes en direct pour l'échiquier international, l'espace de débat autour des sujets brûlants d'actualité. Les événements qui semblent s'accélérer autour de l'exploitation des champs gaziers dans cette zone en Méditerranée, en litige, rappelons-le, entre le Liban et l'entité sioniste. Un accord semble avoir été conclu entre les deux parties. Sa signature est annoncée au courant de la semaine prochaine. On évoque probablement la date du 20 octobre. Rien n'est encore tout à fait sûr. Ce qui est pour le moins certain, les deux parties sont bel et bien tombées d'accord sur la démarcation de leurs frontières maritimes après d'intenses et longues tractations. Côté israélien, on évoque un accord historique, même son de cloche. Côté libanais, la version finale du projet d'accord est selon Beyrouth satisfaisante. Alors, les détails de cette version finale ne sont toujours pas tout à fait connus, notamment pour ce qui est de l'exploitation du champ offshore de Karish où des doutes persistent. On continue de suivre ce dossier avec nos invités ce soir. Eli Hatem, avocat, est avec nous. Bonsoir. Manuel Pouchelet, géopoliticien, est également notre invité. Bonsoir, Monsieur Pouchelet. Bonsoir madame. Michel Gazal, expert en négociation, bonsoir. Vous êtes également notre invité et vous suivez avec nous donc ce dossier, entre ce litige entre le Liban et Israël. Vous étiez même conseiller international, conseiller auprès de la délégation libanaise dans les négociations de Naqoura. Et je commencerai d'ailleurs avec vous, monsieur Michel Gazal. Nous allons revenir sur cette fameuse carte. Nous allons tenter de lire cette carte et donner une lecture de cet accord. Monsieur Michel Gazal, donc votre lecture d'abord sur cette carte où l'on voit donc ces lignes qui déterminent donc on va dire le litige entre le Liban et Israël sur cette région. Monsieur Gazal. C'est à vous. Oui, bonsoir Rim, merci encore de m'inviter encore une fois en une semaine. Donc, pour revenir à l'historique, il y a 4 lignes. La ligne 1 déposée par Israël, la ligne 23 déposée par le Liban en 2011 et la ligne 29 qui a été utilisée par la délégation libanaise au démarrage des négociations de Naqoura en octobre 2020. Et il faut savoir, au niveau historique, que cette négociation dure déjà depuis plus de 12 ans et qu'on était dans une guerre de position entre les deux parties. Israël voulait cantonner la négociation au sein de la ligne 1 et de la ligne 23, c'est-à-dire au sein de 860 km², alors que la délégation libanaise voulait ouvrir cette négociation au sud de la ligne 23 en proposant une nouvelle ligne qui était la ligne 29, on reviendra sur ces aspects techniques, oui. Et donc ouvrir la négociation sur 1430 km de plus, soit au total 2290 km². Donc il y avait une guerre d'opposition, une partie voulait la négo au sein de 860 km et l'autre, elle voulait la porter sur 2290 km². Alors avec cette version finale du projet d'accord entre le Liban et Israël, le Liban est-il gagnant ou a-t-il été mis devant le fait accompli? Je pose la question à monsieur Michel Pouchelet, Manuel Pouchelet, pardon. Monsieur Pouchelet. Oui. Oui, bonsoir madame. En fait, si vous voulez, de toute façon, dans cette négociation internationale avec le champ gazier, il y a une urgence aussi qui est le calendrier pour alimenter l'Europe avec la crise que nous avons en Ukraine. En ce qui concerne le Liban, il y a eu des avancées où, je le rappelle, dans la région, vous êtes quand même à la proximité de la zone tenue par la Force internationale des Nations Unies au Liban, la fameuse FINUL, qui a été renforcée à compter de septembre 2006 avec le mandat FINUL 2, donc avec des capacités dissuasives, notamment face à la menace
que représente le Hezbollah. Mais force est de constater que ces derniers temps, le Hezbollah est devenu un go-between, un entremetteur précieux pour ces négociations. Le Liban et Israël sont toujours en conflit depuis 1948. Il y a une déclaration de conflit entre les deux pays. Mais force est de constater que ce qui est quand même prometteur pour l'avenir du Liban, c'est cet accord. Alors, un petit rappel très important, c'est quand même un accord qui est forcé par les Américains. Alors, la négociation américaine s'est tenue principalement, si vous voulez, avec les Israéliens, alors que les Libanais ne voulaient pas forcément y participer. Mais les Libanais se sont introduits dans cet accord, et pour le Liban, pour l'instant, c'est quand même une opportunité très importante de rentrée de devises à un moment où le pays est en train de subir une crise économique sans précédent. Très bien. On va également poser la question à Monsieur Eli Hatem, avocat. Bonsoir, Monsieur Eli Hatem. Bonsoir à vous et à vos téléspectateurs et à vos invités également. Très bien. Donc, il y a eu un accord entre le Liban et l'entité sioniste autour de la démarcation des frontières, autour donc du champ de Karish. Quelle est votre lecture de cet accord? Est-ce qu'on peut dire que le Liban est gagnant ou face à Israël, il a été un peu mis devant le fait accompli? Qu'en pensez-vous? Si vous permettez, vous m'avez présenté en tant qu'avocat. Je suis avocat et en France et à la CPI, je suis spécialisé en droit international. Parfait, merci pour la précision. Vous avez parlé d'accord. Mais pour qu'il y ait accord, il y a un élément essentiel et fondamental qui est celui du consentement des parties. Or là, nous avons quelque chose d'unique. Nous avons deux parties, la partie de l'entité sioniste d'une part, et puis d'autre part, l'État libanais. Or, nous le savons très bien, il y a un état de faiblesse de la part de l'État libanais, avec la pression qu'a été exercée la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui derrière eux se trouvent les États-Unis, qui ont tout fait pour affaiblir le Liban. Ça, c'est d'une part. D'autre part, provoquer une crise économique et sociale, ce qui fait que le Liban a été démuni de l'élément essentiel d'un accord qui est celui du consentement. Donc, il y a un vice de consentement incontestable et je vais vous le prouver. Le Liban n'aurait jamais accepté négocier avec un Israélien sur le territoire libanais et je parle de M. Amos Hochstein qui est né en Israël et qui a fait ses armes au sein de l'armée en Israël. Et il y a une loi, c'est la loi 1955, qui interdit tout rapport direct et indirect. Bien qu'il soit américain également et qu'il ait la double nationalité, il n'en demeure pas moins qu'il est israélien. Donc, le Liban a été en quelque sorte obligé d'accepter cet accord. Deuxième preuve, c'est la position quand même de M. Nasrallah, le dirigeant de résistance nationale libanaise contre l'occupation étrangère, en particulier contre l'occupation d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a indiqué à deux reprises hier? Que nous avions un proverbe libanais qui dit que nous voulons manger et nous ne voulons pas tuer. Nous voulons manger du raisin et nous ne voulons pas tuer le gardien. Monsieur Eli Hatem, permettez-moi de vous interrompre. On va revenir sur la position du Hezbollah durant ce débat. J'aimerais donc faire réagir Monsieur Michel Razel à tout ce qui a été dit. Si vous le permettez, Monsieur Michel Razel, on le sait, Monsieur Eli Hatem a parlé d'un Liban en faiblesse face à l'entité sioniste. Il faut dire que selon d'autres observateurs, on parle de deux parties en faiblesse, puisque même en Israël, cette démarcation, cet accord est devenu un enjeu électoral. Oui, ça c'est certain. Cette négociation s'est faite dans le cadre d'un rapport de force déséquilibré en faveur d'Israël. Mais en tout état de cause, les Américains ont joué un rôle principal puisqu'ils ont exercé des pressions aussi bien sur les décisionnaires libanais, ça il faut le dire, mais également sur le gouvernement israélien par rapport à l'intérêt qui a été dit au tout début de notre discussion, qui est qu'il va falloir aider les Européens à réduire
leur dépendance vis-à-vis du gaz russe. Et donc ça a été un facteur certainement accélérateur. Mais je propose qu'on reste dans le cadre de l'analyse de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire est-ce que le Liban sort victorieux, sort gagnant de cet accord? Est-ce que c'est le Hezbollah? Est-ce que c'est Israël? Et pour dire si une partie elle est gagnante, il faut toujours regarder les qualités de l'accord. Et un accord est considéré comme bon, comme satisfaisant. Il y a une qualité principale, justement, Michel Razel, les intérêts. Michel Razel, justement, on va revenir sur les détails de ce projet d'accord, bien que ces détails ne sont pas connus. Le Liban évoque un accord qui répond à ces demandes. Quelles étaient justement les demandes libanaises et qu'elles ont été prises en compte? Oui, c'est-à-dire le problème du trio qui est à la tête du Liban, c'est qu'ils ont accepté que les négociations se passent à partir de la ligne 23, qui, comme je le répète et que je l'ai dit précédemment, est une ligne qui est arbitraire, qui malheureusement n'est pas fondée sur les bons critères objectifs. Mais bon, ils l'ont accepté. Pourquoi? Parce que pour des raisons X et multiples, et sous les pressions américaines, le Liban n'a pas déposé la ligne 29 qui, elle, prend en compte l'ensemble des intérêts du Liban et aurait inversé complètement le rapport de force dans cette négociation, puisque la ligne 29 aurait traversé le champ Karish, et à ce moment-là, le champ de Karish aurait été dans une zone contestée. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et donc, pour Israël, pourquoi voulez-vous qu'il donne au Liban plus qu'il ne demande, puisque le Liban a déposé la ligne 23 aux Nations Unies, et la ligne 23, elle traverse le champ hypothétique de Cana, que dans l'accord, et on le verra prochainement, on appelle prospect, parce qu'on n'est même pas sûr qu'il y a du gaz dedans. Et donc, c'est le champ de Cana qui devient un champ gazier dans une zone conflictuelle, ce qui a permis à Israël de réclamer une partie du champ de Cana. Et donc, aujourd'hui, un des points d'achoppement, mais qui ont été réglés entre la semaine dernière et aujourd'hui, qui était la réclamation par Israël de royalties, de compensation sur la partie sud du champ de Cana, sud par rapport à la ligne 23, et le Liban ne pouvait pas accepter ceci, puisqu'à ce moment-là, on l'aurait accusé de normalisation avec Israël. Et donc, une solution créative, moi je veux rester sur l'aspect négociation, une solution créative a été trouvée par le médiateur qui a la double nationalité, et donc sur ce fait, on peut contester ses qualités de médiateur, mais c'est lui qui a été désigné et accepté par les parties. Il a trouvé une solution créative en disant aux Libanais, le champ de Cana, vous en avez toute la souveraineté, c'est vous qui allez pouvoir explorer, etc. Mais Total va se mettre d'accord avec Israël pour lui donner des compensations qui ne retireraient rien à ce que l'accord entre Total et le Liban donnait au Liban par rapport à ce champ. Je vais faire réagir mes deux autres invités sur ce que vous venez donc de développer, Monsieur Ghazal. D'abord, Monsieur Pouchelet. Ben écoutez, moi je pense que de toute façon, Yitzhak Rabin avait dit en son temps, nous sommes condamnés à partager cette terre et donc à nous entendre. Et force est de constater que les accords qui sont en train de se réaliser entre Israël et le Liban sont une avancée importante. En ce qui concerne ce projet, peu importe les ressources naturelles, il faut que les parties en présence s'assurent d'une sécurité maximale. Or, dans cette zone, vous avez quand même la FINUL et également une extension maritime, alors que les premiers mandats de la FINUL n'avaient pas cette protection maritime. Je rappelle aussi une chose importante, les Américains ont aussi un pied et une empreinte forte au Liban et ils préfèrent rester discrets sur cet aspect des choses, ce qui sert leurs intérêts. On a aussi un calendrier électoral de mi-novembre pour M. Biden, qui sont les élections de mi-mandat qu'on appelle les midterms, et ses contradicteurs lui demandent des résultats, si vous voulez. Donc il y a cet effet
effet d'accélération, plus ce qu'on a évoqué en début d'émission, avec la crise actuellement que nous connaissons avec l'Ukraine et la nécessité d'avoir des approvisionnements en gaz pour l'Europe. Je rappelle que le territoire européen le plus proche est Chypre, donc si vous voulez, très proche. En ce qui concerne aussi un autre enjeu, c'est peut-être aussi, mais ça je pense qu'on pourra peut-être le partager avec vos invités Oui. au cours de ce débat, je rappelle qu'il y a aussi un autre projet concurrent qui est celui de la Turquie. Et doubler le projet de la Turquie, c'est quand même un enjeu important. Il y a quand même, quand je parle de projet avec la Turquie, je parle de la visite de Mme von der Leyen en Azerbaïdjan, Oui. où elle était allée solliciter le président azerbaïdjanais pour avoir accès au gaz à Bakou. Donc, si vous voulez, il y a aussi ce projet-là qui rentre en concurrence. Je pense que la réalisation de ce projet permettra au Liban de retrouver un équilibre et une stabilité qu'il a perdu depuis les derniers événements qu'il a vécus, surtout avec la crise qui frappe le pays depuis 2019, et puis ensuite l'explosion qu'il y a eu en août 2020. Donc, si vous voulez, voilà, ça fait beaucoup de choses pour le Liban, mais en même temps, on a aussi la mainmise américaine qui, je le rappelle, on en écarte les solutions dans d'autres pays du Moyen-Orient. Donc, si vous voulez, voilà, est-ce que ce serait un dernier barouf d'honneur des États-Unis dans la région? La question demeure posée, mais une chose est sûre, cette entente avec les Américains, sous le patronage américain, excusez-moi, me fait aussi un petit peu penser à celle qu'on avait eue en 1994 entre Bill Clinton et Yasser Arafat. On va écouter, si vous le permettez, l'avis également de M. Eli Hatem, bien que le Liban a pu signer cet accord, a accepté cet accord. On voit, d'après les propos de M. Michel Ghazal, que Israël sort doublement vainqueur en signant cet accord. Comment vous l'interprétez, Monsieur Eli Hatem? L'entité plutôt sioniste a besoin d'un maquillage international, parce que de toute façon, avec ou sans accord avec le Liban, et je répète encore une fois les conditions de l'état de faiblesse du Liban, avec un état de faiblesse totale, avec un attentat qui a eu lieu au port de Beyrouth, avec une population affamée, avec un gouvernement très faible, une population qui a besoin de manger. De toute façon, Israël, avec ou sans accord, va exploiter les champs gaziers. Il faut rappeler une chose, que cette entité n'a jamais respecté aucune des résolutions du Conseil de sécurité ni de l'Assemblée générale des Nations unies. Il y a plus de 2500 résolutions qu'il n'a jamais respectées. C'est un État qui a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Alors l'entité sioniste qui viole clairement le droit international. Écoutez, la violation, elle est accrue. C'est la raison pour laquelle, en répondant à des différents moyens à des médias, je disais, de toute façon, Israël, avec ou sans accord, va voler, en fait, ses ressources naturelles dans la mer. Alors, il faut rappeler une chose, c'est qu'à Karish, on est sûr d'avoir du gaz. Mais à Cana, on n'est pas sûr d'avoir du gaz. Moi, ça me fait sourire également quand on parle d'un droit d'Israël de pouvoir toucher sa part. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'Israël, à plusieurs reprises, a bombardé le Liban, a causé un préjudice pour le Liban. Alors cela nous amène, Monsieur Eli Hatem, cela nous amène à nous interroger pourquoi le Hezbollah a donné son feu vert à la signature d'un accord avec l'entité sioniste. On va écouter justement l'intervention de Hezbollah sur cette affaire. Nous soutenons l'État libanais en ce qui concerne la question des demandes libanaises. Le point clé pour nous est le moment où les dirigeants libanais, dans le cadre de l'État libanais, diront que cet arrangement ou cet accord répond aux demandes officielles de l'État libanais, alors c'est bon pour nous, nous n'avons aucun problème. Ce qui nous importe, c'est de pouvoir extraire du pétrole et du gaz des champs libanais. Quand on a dit que cette question était liée à la démarcation de la frontière maritime, nous avons dit OK, allez-y. Sinon, vous savez tous quelle est notre position sur cette question. Il n'y a pas besoin de le répéter. Alors brièvement, votre lecture de cette intervention de Hassan Nasrallah
sur cet accord, Monsieur Michel Razel? Voilà, donc de toute évidence, ce qu'il faut, c'est regarder comment le discours a évolué en l'espace de 12 mois. Le discours de Hassan Nasrallah est parti de « nous exigeons la ligne 29 et le Liban ne devrait pas céder 1 centimètre cube de son territoire, sinon on le défendra », puisqu'il cherchait ainsi à justifier la présence militaire qu'il a et la résistance. Et aujourd'hui, ça a changé complètement, puisqu'il dit « moi je m'aligne derrière la position de l'État libanais ». Et donc, je dirais qu'il a un double gain. Le premier gain, il va pouvoir dire, c'est grâce à mes menaces sur Karish qu'un accord a pu être trouvé, donc je suis le victorieux. Et deuxièmement, dans le même temps, il montre qu'il est un partenaire politique avec qui on peut discuter pour parvenir à des compromis. Donc il est gagnant sur tous les fronts et tout le monde au Liban sait que sans un accord explicite ou implicite de Hezbollah, il n'y aurait jamais eu d'accord. Alors, on est loin d'une normalisation, Monsieur Eli Hatem. Si on devait parler de la position du Hezbollah. Écoutez, comme l'a très bien souligné le Saïd Nasrallah, il y a une situation de fait et c'est un accord de facto aujourd'hui qui nous a été imposé. Et il faut rappeler une chose, qu'il y a toute une campagne qui a été faite depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui contre le Hezbollah qui est accusé de tous les maux alors qu'il y a quelques années, il était considéré comme un héros par tout le monde. Il y a des sommes d'argent qui ont été versées pour attirer certains Libanais qui, malheureusement, avec la crise économique et financière, se faisaient facilement corrompre. Et d'ailleurs, quand on parle de corruption au Liban, on sait ce que c'est. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ne voulaient pas se mouiller les mains. Mais il faut rappeler une chose, et c'est là où on rejoint en fait les points de vue entre Saïd Nasrallah et moi-même d'un point de vue juridique. C'est un acte, je dirais, de facto et non pas des jurés, parce que de toute façon, Israël ne peut pas négocier des frontières parce qu'il n'a pas, si vous voulez, même s'il a une reconnaissance internationale, il y a une contestation de ses frontières terrestres puisqu'il n'a respecté aucune des résolutions. Il n'est pas revenu aux frontières de 1967. Deuxièmement, aujourd'hui, ce que nous reconnaissons, bon, c'est peut-être une situation de fait, c'est l'existence de cette entité sioniste, mais en attendant la réimmigration donc, de ces populations vers leur pays d'origine et que la Palestine retrouve son indépendance et sa souveraineté. Et à ce moment-là, il y aurait un véritable, je dirais, tracé de frontières terrestres et maritimes avec l'État libanais et le nouvel État palestinien. Et nous misons beaucoup d'ailleurs dans la région sur l'évolution de la situation internationale, sur ce conflit également, et puis je dirais, cette diminution de l'esprit américaine qui s'impose sur le monde et éventuellement peut-être une mise en cause de l'État d'Israël. Oui, mais un mot pour finir. On m'indique qu'on arrive malheureusement à la fin de cette émission. Manuel Pouchelet, j'aimerais rebondir sur la position des États-Unis. Vous l'avez dit, les États-Unis, cet accord a été signé sous la houlette de Washington. Il faut dire que les pressions américaines se sont fait fortement ressentir ces derniers mois. Comment expliquer? Quelle analyse peut-on faire du timing? L'analyse du timing, elle est claire. De toute façon, les Américains sont aussi engagés chez les voisins. Je le rappelle qu'il y a des forces américaines en Syrie. Maintenant, en ce qui concerne le timing, je rappelle une chose aux téléspectateurs. Nous avons ces fameuses midterms, mais je vous rappelle aussi que Donald Trump, en son temps, avait déclaré vouloir retirer les États-Unis et leurs forces armées du Moyen-Orient, parce que c'est une région qui leur était beaucoup trop chère et qu'avec ce budget-là, ils pouvaient le consacrer à d'autres dépenses, si vous voulez. Mais en tous les cas, M. Biden est l'héritier de la politique de Donald Trump et ne peut pas faire forcément volte-face. On a quand même la visite de M. Blinken qui est de plus en plus hésitante dans la région, alors que le prédécesseur, M. Mike Pompeo, secrétaire d'État de l'administration Trump, faisait quasiment 3-4 voyages par an dans la région. Donc, si vous voulez, il y a aussi cette espèce d'empressement
des Américains, parce que je pense que tôt ou tard, les États-Unis d'Amérique vont être aussi très occupés avec la Chine et Taïwan. On a déjà eu une première alerte en août dernier, et le Moyen-Orient permettrait aussi de se dégager de cette zone de tension qu'est la Méditerranée orientale. Merci Manuel Pouchelet pour votre éclairage. Je vais remercier également mes deux autres invités, Elie Hatem, avocat spécialiste en droit international, et Michel Razel, expert en négociation. Merci à vous d'avoir contribué à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.